Bientôt 7 mois après l'attaque du 7 octobre par le Hamas, l'armée israélienne poursuit ses bombardements sur le territoire palestinien de Gaza. Et alors que l'armée israélienne poursuit ses opérations sur place et que la situation humanitaire est catastrophique, la question de l'armement de l'armée israélienne par la France fait de plus en plus débat. Mais alors, quels pays fournissent réellement des armes à Israël et comment la France participe-t-elle à cet armement? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Et au passage, vous l'aurez remarqué, ça fait plusieurs jours que je suis en voix off maintenant sans la caméra. On enchaîne beaucoup les reportages et les tournages ces derniers jours. Il y avait l'Ukraine il y a quelques jours, là on est dans un autre pays pour d'autres reportages que vous allez pouvoir retrouver bientôt. Désolé du coup pour ça, mais on fait au mieux. Alors je le disais, alors que les bombardements de l'armée israélienne se poursuivent sur le territoire palestinien de Gaza, 7 mois après l'attaque menée en Israël par le Hamas qui est au pouvoir à Gaza, la question des livraisons d'armes à l'armée israélienne se pose de plus en plus. En effet, fin mars, une enquête des médias d'investigation Disclose et Mars Actu révélait que la France livrait en secret des équipements militaires à l'armée israélienne. Concrètement, selon ces deux médias, la France aurait autorisé fin octobre 2023 la livraison à Israël d'au moins 100 000 pièces de cartouches pour des fusils mitrailleurs, avec, toujours selon ces deux médias, un risque d'utilisation de ces cartouches contre des civils palestiniens à Gaza. En effet, le gouvernement israélien justifie cette offensive par la volonté d'éradiquer le Hamas et de libérer tous les otages. Et les victimes civiles sont aujourd'hui extrêmement nombreuses, on en parle juste après. Alors, dans la foulée des publications de ces informations, lors d'une conférence organisée fin mars, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a confirmé les révélations des deux médias sur la livraison de pièces de munitions en Israël, mais a démenti leur utilisation à Gaza ou contre des civils. Alors, on va voir ce que répondent les deux médias dans un instant, mais selon lui, eh bien, les exportations françaises vers Israël se divisent en deux catégories. La première catégorie d'exportation, eh bien, c'est du matériel qui est destiné lui-même à la réexportation vers des pays tiers. Alors, pour faire simple, ce serait donc du matériel qui ne serait pas utilisé directement par l'armée israélienne, mais utilisé par des industries israéliennes et ensuite vendu à d'autres pays. D'après le ministre français, le matériel décrit dans l'enquête de Disclose et de Mars Actu entre donc dans cette catégorie. Et Israël n'aurait pas le droit d'utiliser ce matériel dans la bande de Gaza. Toujours selon lui, les licences d'exportation font l'objet d'un contrôle très rigoureux et les règles d'encadrement auraient d'ailleurs été renforcées à l'automne dernier à la demande du président français. Et cependant, pour être très précis et en réponse donc à cette déclaration du gouvernement français, le média Disclose indique qu'aucun contrôle n'a été effectué par des services français sur place. Par ailleurs, toujours selon Disclose, le risque de détournement de ce matériel militaire au profit de l'armée israélienne ne peut pas être écarté aujourd'hui. Ça, dans tous les cas, c'est donc la première catégorie de livraison par la France en direction de Israël. La deuxième catégorie, ce serait donc du matériel défensif qui n'interviendrait donc pas dans la bande de Gaza, mais qui serait utilisé pour défendre le territoire israélien. On peut penser notamment à du matériel qui composerait le dôme de fer, qui est donc ce système de défense antimissile qui est très efficace et utilisé donc aujourd'hui par l'armée israélienne pour se défendre face à d'éventuelles frappes ou bombardements. En tout cas, dans un entretien qui a été accordé au journal Le Parisien le 20 avril, Sébastien Lecornu affirme que la France ne vend aucune arme à Israël, mais ne transfère que des pièces détachées pour un montant de 15 millions d'euros en 2022, soit 0,2% des exportations françaises sur un total d'exportations françaises d'armes de 27 milliards d'euros en 2022. Alors ces livraisons, même si vous l'aurez compris, elles sont faibles par rapport aux exportations vers d'autres pays, elles sont critiquées par de nombreux élus de gauche notamment, qui réclament un embargo en raison de la situation actuelle à Gaza, en raison aussi du traité des Nations Unies sur le commerce des armes. Mais alors, de quoi s'agit-il exactement? Alors ce traité des Nations Unies, il a été adopté par l'ONU en 2013 et il a été ratifié par la France ensuite en 2014, autrement dit donc signé par la France en 2014. Son objectif, c'est de réduire les abus et les violations de droits humains qui peuvent résulter d'un commerce jugé irresponsable de ces armes. Et donc concrètement, le traité sur le commerce des armes, il interdit à un État signataire le transfert d'armes ou de biens, je cite, s'il a connaissance lors de l'autorisation qu'il pourrait notamment servir à commettre des attaques contre des civils. D'après le ministère des Armées, la France respecterait strictement ses engagements, mais donc certains élus estiment qu'il y a un risque que ces composants soient utilisés en ce moment à Gaza. Ça c'est donc pour le cas de la France, mais vous allez le voir, il y a aussi la question de nombreux autres pays, et en premier, il y a
la question des États-Unis. En effet, entre 2013 et 2022, c'est 69% des armes importées en Israël qui provenaient des États-Unis, selon le CIPRI, qui est l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Par ailleurs, après l'attaque du 7 octobre par le Hamas, les États-Unis ont fourni plusieurs milliers de bombes et de missiles guidés à Israël, avec un volume total des importations qui est resté stable en 2023, toujours selon cet institut. Après les États-Unis, il y a l'Allemagne qui est le deuxième fournisseur d'armement à Israël, avec plus de 320 millions d'euros de commandes qui ont été enregistrées en 2023. On peut noter par ailleurs que les autorisations de livraison ont été multipliées par 10 entre 2022 et 2023. Et une grande partie de cette hausse a eu lieu après le massacre par le Hamas du 7 octobre. A noter à l'inverse que certains pays ont annoncé suspendre leur livraison d'armes à Israël. C'est le cas par exemple du Canada, mais aussi de l'Italie ou encore de l'Espagne, qui ont annoncé avoir stoppé tout envoi depuis le 7 octobre. Alors tout cela se déroule évidemment dans un contexte humanitaire qui est particulièrement critique. Depuis le 7 octobre, la situation est toujours plus catastrophique selon toutes les organisations qui sont présentes sur place. C'est près de 34 500 personnes qui ont été tuées à Gaza selon un nouveau bilan du ministère de la Santé du Hamas, qui est la seule source disponible sur place. Et c'est un chiffre qui a été relayé par de nombreuses ONG, mais aussi plusieurs organisations internationales. Par ailleurs, d'après l'Organisation des Nations Unies, 2,4 millions de personnes vivant dans la bande de Gaza sont menacées de famine, notamment en raison des retards et des blocages d'Israël concernant la livraison de certaines aides humanitaires par voie terrestre. Alors rapidement, pour terminer et faire un nouveau point complet sur la situation, en parallèle à cela, les discussions se poursuivent en vue d'une tentative de trêve à Gaza. Le Hamas doit donner dans les prochaines heures une réponse à une contre-proposition israélienne. Cette proposition de trêve, elle est associée à une libération d'otages, alors que 129 otages sont toujours retenus actuellement à Gaza selon l'AFP. 34 d'entre eux seraient morts selon Israël. De son côté, le Hamas a diffusé ce samedi une vidéo de 2 otages israéliens retenus à Gaza, demandant qu'un accord soit trouvé et parlant visiblement sous la contrainte. La vidéo d'un autre otage avait été diffusée ce mercredi. Il y a par ailleurs toujours la menace d'une opération à Rafah, qui est la plus grande ville au sud de Gaza, où sont actuellement présents plus d'1,5 million de Gazaouis. Pour terminer en parallèle, les mobilisations en soutien aux Palestiniens se multiplient. On a beaucoup parlé ces derniers jours des universités américaines. On a parlé aussi la semaine dernière de Sciences Po qui a été partiellement bloquée. Par ailleurs, aujourd'hui, c'est la Sorbonne qui a été bloquée, avec des jeunes qui évoquent un génocide ou un risque de génocide à Gaza, selon les différentes prises de parole des organisations étudiantes. On en reparle donc plus en détail en ce début de semaine. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo, et on commence avec cette première actu. L'équivalent d'un mois de pluie est tombé en moins de 24 heures ce dimanche sur la région lyonnaise, a annoncé Météo France. La dernière fois qu'il avait autant plu en moins de 24 heures, c'était en 1948. Ces précipitations ont provoqué de nombreuses inondations, forçant les pompiers du Rhône à réaliser plus d'une centaine d'interventions dans le département. Un TER a notamment déraillé près de Lyon dû à un éboulement de roches suite aux mauvaises conditions météorologiques. 2 personnes ont été légèrement blessées et les 200 passagers du train ont été secourus par les pompiers. La ligne Firminy-Lyon-Perrache va donc rester interrompue au moins jusqu'au 1er mai. 4 départements, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire et l'Ardèche, ont été placés ce lundi en vigilance jaune pour pluie et inondations par Météo France. Deuxième actu, toujours en France, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a annoncé ce dimanche dans le journal La Tribune du Dimanche vouloir faire évoluer le statut de repenti pour mieux lutter contre le crime organisé et notamment le trafic de drogue. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce statut de repenti ? Eh bien concrètement, un complice qui donnerait des informations à la justice permettant de démanteler des réseaux criminels aurait le droit d'avoir une peine réduite et d'être protégé par la police. Actuellement, le texte est très restrictif et concerne peu de personnes en France. Il pourrait donc être élargi aux auteurs d'actes criminels. Le but, c'est de briser l'omerta, donc la loi du silence, entre les gros trafiquants de drogue et leurs complices. La réforme sera présentée en octobre à l'Assemblée nationale. Troisième actu, l'acteur français Gérard Depardieu a été placé en garde à vue ce lundi matin pour agression sexuelle dans un commissariat de Paris. Il doit répondre aux accusations de 2 femmes qui l'accusent d'attouchements subis lors de 2 tournages, un en 2014 et un autre en 2021. La première est une assistante de tournage qui accuse Gérard Depardieu d'attouchement sexuel à son domicile lors d'un repérage, puis de nouveau pendant le tournage du film. La seconde, une décoratrice, l'accuse de l'avoir agressé sexuellement lors d'un tournage en 2021. De son côté, Gérard Depardieu conteste les faits. À noter qu'il a déjà été mis en examen fin 2020 pour viol et agression sexuelle après la plainte de la comédienne Charlotte Arnoux. Elle avait dénoncé fin 2018 2 viols. Au total, plus d'une dizaine de femmes
femmes accusent Gérard Depardieu de viol ou d'agression sexuelle. Quatrième actu, à Châteauroux dans le centre Val-de-Loire, Mathis, un adolescent de 15 ans, a été tué ce samedi, poignardé par un autre jeune de son âge selon les enquêteurs. Une enquête a été ouverte par la justice pour tentative d'homicide volontaire. Le suspect, un jeune homme d'origine afghane, se serait battu avec la victime avant de lui donner plusieurs coups de couteau dans le thorax, d'après plusieurs témoignages recueillis par RMC. Il aurait agi par vengeance après avoir été insulté et frappé par la victime en raison de ses origines afghanes, selon les informations du Parisien. Alors le suspect a été interpellé quelques heures après, tout comme sa mère, suspectée selon le procureur d'être impliquée dans des faits de violence. Elle aurait notamment giflé la victime après les coups de couteau portés par son fils, selon le Parisien. Ils ont donc tous les deux été placés en garde à vue et présentés à un magistrat. Cinquième actu, le Burkina Faso, un pays d'Afrique de l'Ouest, a suspendu les sites internet de plusieurs médias d'information comme Le Monde, TV5 Monde ou encore le média britannique The Guardian jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'ont annoncé ce dimanche les autorités du pays dans un communiqué. En fait, l'armée burkinabé, qui est arrivée au pouvoir par un coup d'État en 2022, accuse ces médias d'avoir diffusé sur leur site le rapport de l'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch, accusant l'armée burkinabé d'avoir exécuté au moins 223 civils, dont 56 enfants, dans 2 villages du nord du pays le 25 février dernier. Alors on en a parlé la semaine dernière, le rapport expliquait via des témoignages de survivants que les habitants ont été tués en représailles à plusieurs attaques terroristes qui ont eu lieu ces derniers mois dans le pays. Les victimes étaient accusées par l'armée d'être complices des djihadistes. Vendredi dernier, les chaînes américaines BBC et Voice of America ont été suspendues pour 2 semaines. Sixième actu, le Petit Larousse illustré a dévoilé ce lundi 150 nouveaux mots qui seront dans son édition de 2025 qui sortira le 22 mai prochain. On retrouve par exemple le terme masculinisme, un mouvement réactionnaire antiféministe qui veut réaffirmer des valeurs masculines, ou encore le mot cyberterrorisme, donc des attaques informatiques menées contre des États, des instances publiques ou des entreprises privées. Plusieurs mots qui concernent les questions environnementales font leur apparition, comme le terme mégabassine qui désigne des retenues d'eau destinées à l'irrigation agricole et qui sont critiquées par une grande partie des écologistes. Et on finit avec cette actu, le TGV-M, aussi appelé TGV Inuit 2025, a été dévoilé officiellement ce lundi par la SNCF et Alstom à Belfort, en Bourgogne-Franche-Comté. Ce TGV se veut plus écologique et plus économique. Concrètement, il devrait permettre de faire des économies avec une consommation d'énergie inférieure à 20% par rapport aux rames de TGV duplex actuelles. L'entreprise devrait aussi faire des économies de frais de maintenance réduits de 30%. En dehors de sa rentabilité, ce train sera aussi plus spacieux, il offrira plus de place entre les sièges ou encore une connexion internet haut débit. Et surtout, il sera modulable. Il sera donc possible de modifier le nombre de voitures par rame ou de transformer les espaces intérieurs en enlevant des sièges par exemple. Alors les premiers TGVM étaient initialement attendus avant les JO de Paris, mais suite à un retard dans la production des rames, ils ne circuleront qu'à partir de 2025 sur la ligne Paris-Lyon-Marseille. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la semaine dernière, on a lancé un nouveau podcast qui est dédié aux actualités culturelles. L'idée c'est de revenir chaque jour en audio, donc sur Spotify, Apple Podcast, etc. sur les dernières nouveautés, les dernières actualités en matière de culture. Donc on parle en l'occurrence de cinéma, de séries, de musique, de jeux vidéo, etc. Je vous mets le lien du podcast directement en description pour pouvoir le découvrir. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.